Mes chers confrères, Mesdames et Messieurs, les trois commissions de notre 113e congrès ont brillamment traité des évolutions des familles, du vieillissement de chacun d'entre nous et de l'omniprésence du numérique dans nos vies. Toutes ces études, ces analyses vous ont été exposées, ont été débattues et ont donné lieu enfin à des propositions qui vous ont été soumises. En conclusion de tout ce travail intellectuel passionnant, Madame le professeur Sophie Godmé vient de dresser une synthèse de très grande qualité, soulignant valeur ajoutée et perspective de notre congrès. Cependant, il nous est apparu primordial également d'aborder notre congrès d'un autre point de vue. Remettre l'homme au centre de nos débats, l'homme avec un grand H. Winston Churchill a déclaré un jour « L'avenir me sera favorable car j'ai l'intention de l'écrire ». Posons-nous ensemble la simple question suivante. L'homme avec un grand H a-t-il l'intention d'écrire son avenir pour que celui-ci lui soit effectivement favorable? Vous allez tous me répondre, bien évidemment, oui. On peut penser que ce constat est tellement évident qu'il en est inutile, car il est partagé par chacun d'entre nous. En effet, quelle curieuse idée de penser que l'évolution de notre société peut aller à l'encontre de ses propres membres. Le débat qui va suivre pose la question suivante. Sommes-nous si sûrs et certains que cette évolution galopante de notre société, tous pays et religions confondus, va nous grandir, va nous élever? En effet, toute cette évolution, révolution technologique, scientifique, médicale, éthique, à laquelle nous assistons quotidiennement, va-t-elle justement contribuer à cette construction d'un avenir favorable à nous, êtres humains? Dans l'affirmative, tous les hommes en seront-ils bénéficiaires ou seulement les plus favorisés financièrement? À l'inverse, l'homme ne va-t-il pas se perdre en se mettant au service d'une société, certes plus évoluée, plutôt que de mettre cette société à son service? Autrement dit, les nouvelles technologies vont-elles servir l'homme ou l'asservir? Améliorer la qualité de vie quotidienne de l'être humain, augmenter la durée de vie, voire poindre vers l'immortalité, semble bien séduisant. Mais tout ceci contribue-t-il à nourrir l'âme? Une chose est certaine, la science-fiction n'est plus réservée aux auteurs et aux cinéastes. Elle est là. L'humain 3.0 est déjà parmi nous. Pour débattre de tout ceci, nous avons souhaité articuler nos propos selon les trois thèmes suivants. De l'homme réparé à l'homme connecté. Ensuite, nous aborderons l'homme connecté et enfin l'homme immortel. Pour favoriser nos échanges, pour favoriser vos écoutes, je vous invite toutes et tous à éteindre dès maintenant vos téléphones, vos tablettes, éteindre vos montres connectées comme je le fais devant vous. Prenons le temps, débranchons-nous. Pour alimenter notre réflexion, j'appelle dès maintenant à me rejoindre Madame Isabelle Falque-Pierrotin, conseiller d'État, présidente de la CNIL.
Monsieur le professeur Gérard Saillant, professeur de chirurgie orthopédique et traumatologique, président de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Monsieur Raphaël Antoven, professeur de philosophie, animateur de radio et de télévision. En différé et préenregistré, monsieur Mathieu Ricard, docteur en génétique cellulaire, moine bouddhiste tibétain, auteur et photographe. Pour animer nos échanges, j'ai le plaisir d'inviter à nous rejoindre également monsieur Patrick Poivre d'Arvor, animateur bien connu et respecté de radio et de télévision, journaliste et écrivain. Enfin, j'aurai le plaisir d'être à mon humble niveau et sans prétention aucune, le représentant de vous toutes et vous tous, les notaires de France. Patrick, je vous laisse la parole et profite de cet instant pour vous souhaiter un très bel anniversaire. Merci beaucoup. Et moi, je vous souhaite à tous un très joyeux congrès, une fin de congrès. J'ai beaucoup aimé l'idée que vous nous avez proposée, les pistes de réflexion. J'ai aimé l'idée que les notaires s'intéressent à la philosophie, à la médecine, au droit, ça on le savait, mais que vous réfléchissiez à votre avenir. Et je me suis souvenu, parce qu'on me l'a rappelé tout à l'heure, que votre premier congrès, c'était en 1892. Alors, ce n'était pas à Lille, mais je me suis dit quand même que depuis, beaucoup d'eau avait passé sous les ponts. Ce qui n'a pas changé, c'est qu'à Lille, le maire était déjà socialiste. Mais pour le reste, tout ou presque a changé. On commençait à avoir le téléphone, bien sûr. Le train arrivait, pas à Lille Europe, mais quand même à Lille Flandre. Mais vous vous rendez compte ce qui aurait été, ce qui a dû être en tout cas la perplexité des notaires de 1892 lorsqu'ils se sont penchés sur ces sujets qu'ils n'auraient pas imaginés, avec des noms qui ne leur disent rien, connectés, numériques, etc. Immortel, si. Immortel, ça devait leur dire quelque chose, sauf que l'âge moyen de la mortalité en 1892, eh bien, figurez-vous que c'était 42 ans. 42 ans. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'était exactement 2 fois plus. Enfin, 2 fois plus pour nous, les pauvres hommes, puisque les femmes tiennent encore plus longtemps que nous. Donc, en si peu de temps, énormément de questions sont venues à nous. Et vous les avez un peu labourées d'une manière extrêmement précise, comme vous le faites, vous, notaire, tout au long de ces 3 jours. Et là, on va essayer, non pas de prendre de la hauteur, mais d'essayer de confronter des points de vue qui nous viennent du monde de la religion, de la philosophie, de la médecine et du droit, bien sûr. Et on va tout de suite commencer. Donc, il y aura 3 thèmes. On va commencer par ce premier thème, de l'homme réparé à l'homme augmenté, avec tout d'abord cette vidéo. Faire marcher un paraplégique, réactiver un bras inerte, remplacer une jambe perdue. Aujourd'hui, la science rejoint la fiction. Un nouvel homme est en train de naître, l'humain 3.0. Une nouvelle ère se profile
où l'on ne pourra pas faire la différence entre ce qui est humain et ce qui ne l'est pas. Réparer l'homme, c'est plonger comme jamais on ne l'a fait au plus profond de son corps. Ses organes, ses neurones, son cerveau. Il sera possible d'utiliser cette technologie dans le cerveau pour améliorer nos fonctions cognitives. En un mot, nous rendre plus intelligents. Toujours plus loin, jusqu'au cœur de la machine. Les nouvelles technologies s'attaquent à l'ultime frontière, modifier l'humain jusque dans ses gènes. Nous sommes capables aujourd'hui de changer n'importe quel gène. Et ces changements se transmettront de génération en génération. Ces progrès vertigineux questionnent l'avenir de l'humanité. L'humain 3.0 sera-t-il toujours humain ? Alors, beaucoup de questionnements en quelques secondes. Et ce premier questionnement, il vient évidemment pour le scientifique que vous êtes, Gérard Saillant. On vous connaît comme très grand chirurgien. Vous êtes un spécialiste de la traumatologie, de la réparation justement des corps. Mais vous êtes aussi président de l'Institut du cerveau. Et à ce titre, vraiment, vos réponses sont essentielles. D'abord, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de ces nouvelles technologies ? Ces nouvelles technologies, vous en avez vu quelques-unes, on peut quasiment tout remplacer. On remplace le cœur, on remplace le poumon, on remplace le foie, on remplace les jambes. Mais ça, c'est réparé. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est handicapé, qui est blessé, qui est malade, on le remet à la normale. Le tout déjà, c'est de savoir ce qu'est la normale. Alors, je pense que Raphaël va nous parler de la normalité sûrement, mais ça, je ne sais pas ce que c'est trop, parce que quand vous voyez Pistorius tout à l'heure avec ses deux jambes, qui a défrayé la chronique pour d'autres raisons, oui. Il concourait avec des sujets normaux et il a été avancé que le fait d'avoir ces nouvelles jambes lui faisait courir plus vite que la normale. Donc, qu'est-ce que c'est que la normalité ? Donc, c'est vrai qu'il y a des progrès absolument fantastiques, mais il ne faut quand même pas fantasmer. C'est-à-dire que le cerveau, c'est tout à fait différent. Le cerveau... Avant de réparer quelque chose ou de booster le moteur de votre voiture, il faut déjà savoir comment il fonctionne. Le cerveau, on en est au Moyen-Âge. Il y a 50 ans, on en était à la préhistoire, on en est au Moyen-Âge. On ne sait pas comment fonctionne vraiment un cerveau normal. Donc avant de l'améliorer, il faut déjà, je crois, savoir comment il fonctionne. Alors vous nous avez listé une série de greffes. Il n'y a en effet pas la greffe du cerveau. C'est imaginable qu'un jour on puisse arriver à une greffe du cerveau. Le problème, c'est qu'actuellement, pour le cerveau, on en est soit à la médecine contemplative. Vous avez un Alzheimer, mais je le sais, mais je ne peux rien faire. Parfois la médecine palliative, vous avez un Parkinson, je traite votre tremblement, mais je ne sais pas traiter la cause. Et on n'en est pas à réparer. Il faut déjà, avant de remplacer, ce qui ne se fera jamais, parce que la différence, c'est que le cerveau, ce n'est pas un ordinateur, c'est tout sauf un ordinateur. L'ordinateur, vous donnez un ordre, il fera 100 fois la même chose. Vous posez la même question à Patrick, il va vous répondre, pas 100 fois différent parce que ce n'est pas une girouette, mais en fonction du moment, etc., la réponse sera différente. Donc, on n'en est pas à réparer, on n'en est pas à remplacer le cerveau, on en est parfois à le réparer par le Parkinson. Certaines interventions, on arrive à stimuler, soit en ouvrant la boîte crânienne, soit même sans l'ouvrir, par des ultrasons, par des inductions transcrâniennes, et on arrive parfois à réparer un certain nombre de choses. Alors, réparation, ça c'est votre spécialité. Vous êtes une forme de garagiste pour l'instant des corps. Est-ce qu'on va s'arrêter à cette réparation ou est-ce qu'on ne va pas être tenté d'aller vers un homme augmenté ? Bon, c'est un terme qui est relativement récent, mais qui dit bien ce qu'il veut dire. Plus fort, plus rapide, plus intelligent, plus je ne sais quoi. Non, là, je pense qu'on en parlera tout à l'heure au chapitre de l'homme connecté, mais je pense que l'homme connecté, il a un certain nombre d'avantages, une facilité de vie améliorée, une qualité de vie améliorée. Actuellement, sur le plan neurologique, on arrive à améliorer un certain nombre de choses par des stimulations transcrâniennes, la vigilance, le sommeil, et ça peut être intéressant pour la sécurité routière par exemple, et donc on en est là. Mais sinon, les évolutions que l'on va avoir, c'est une approche multidisciplinaire. Et le transhumanisme qu'on voit ici, c'est typiquement une idée américaine. C'est une idée d'ingénieur et pas une idée de médecin et d'homme. Et c'est le mariage entre la naïveté et la science. Mais on en est encore très très loin pour moi.
Alors on voit bien en effet, Gérard Saillant, que les lobbies industriels, militaires aussi sont à l'affût, ça peut les intéresser. Et là, je me tourne vers mon voisin de gauche, donc Raphaël Enthoven, mon ami. En d'autres termes, est-ce qu'on ne va pas assister à une révision finalement de la conception de l'homme? Alors il faut introduire des nuances quand même, parce qu'on parle en termes équivalents de l'homme augmenté et de l'homme amplifié. C'est pas la même chose. En fait, c'est même l'inverse. Pensez à, pardonnez-moi de quitter le terrain de la fiction scientifique pour en venir véritablement à la science-fiction, celle qui reste science-fictive. Pensez d'un côté à Captain America et de l'autre côté à Iron Man. Vous avez avec Captain America un homme amplifié, c'est-à-dire un homme dont les capacités propres ont été magnifiées. Vous avez avec Iron Man un individu qui reçoit sa puissance d'un costume qu'il revêt. École, on peut aussi opposer Superman à Batman. C'est-à-dire vous avez nous avons Rocketman depuis hier, grâce à Donald Trump. Alors, il n'est ni augmenté ni amplifié, celui-là. Voilà, on a cru comprendre. Et d'ailleurs, celui qui en parle non plus. Mais il est juste mal coiffé. Je voudrais clore cette parenthèse c'est de ma faute. Nord-coréenne, mais tu as raison de l'ouvrir. Voilà, revenons sur Iron Man. J'en reviens à Iron Man et à Captain America. J'attire votre attention sur le fait que Captain America, c'est un homme orchestre. C'est-à-dire que c'est un individu qui renoue avec le projet fondamental qui est celui de l'animalité, qui est d'être à soi-même son propre outil. Alors que l'humanité s'est définie comme l'invention, justement comme l'inventeur d'outils qui permettaient de combler l'espace entre un individu et la nature, et ça a donné Iron Man. Ce que je veux dire, c'est que l'homme augmenté nous tourne vers le futur d'une production d'outils qui nous rapproche ou nous sépare de la nature. Est-ce qu'on se rapproche de la nature quand on augmente les moyens d'exercer son emprise sur elle? Ça n'est pas certain. Et de l'autre côté, le geste Captain America, qui est tout à fait différent, qui consiste au contraire à en revenir à l'animalité elle-même, c'est-à-dire le moment où l'individu étant à lui-même son propre outil, il n'a plus besoin d'en produire. Donc, on aurait tort de penser l'humanité sur le mode linéaire, si vous voulez, d'une progression vers laquelle la science nous fait tendre. La science a aussi pour effet d'éveiller en nous des passions archaïques, en particulier le retour rêvé, incarné par l'homme orchestre, à l'animalité. Je vous demande d'intégrer cette dimension dans la réflexion. On n'est pas seulement tourné vers le futur, on connaît mal l'avenir quand on le regarde sans rétroviseur. Voilà. Raphaël Enthoven, est-ce que les attributs de l'espèce humaine, dépossédés au fond quand même par ces nouvelles technologies, ne sont-ils pas en danger ? Pardon Patrick, de quoi sommes-nous dépossédés en fait? Moi je suis très inquiet pour les machines. Dans cette compétition, la lutte est inégale. Prenez par exemple Albert Einstein, le syntagme Albert Einstein. L'anagramme de Albert Einstein, c'est « rien n'est établi ». Bon, je trouve comme ça. Mais il faut un humain pour trouver ça. Oh, un ordinateur y parvient, un logiciel y parvient, mais aucun logiciel ne peut élire ce syntagme-là aux dépens des autres. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il y a dans la capacité humaine d'appréhender le monde une dimension sur laquelle les machines, hier, aujourd'hui, demain, n'ont aucune prise. Et ce qui compte aussi, c'est de faire valoir ce qui en nous échappe radicalement au régime de la computation, de l'intelligence, au régime homogène des quantités, et ce qui fait que précisément on est humain. Et c'est cet irréductiblement humain qui ne me semble pas mis en danger par le progrès technique. C'est aussi la raison pour laquelle d'ailleurs les progrès techniques ne sont pas des progrès moraux. On est aussi monstrueux qu'au néolithique, sinon le XXe siècle n'aurait pas été le plus sanglant de tous. Ça c'est le mauvais côté de l'histoire. En rappelant que Raphaël Enthoven est un spécialiste, il a même écrit 1 ou 2 livres sur la question des anagrammes. En effet, Albert Einstein, c'est rien n'est établi. Gérard Saillant, un mot sur... Je ne connais pas mon anagramme, non. Mais je suis inquiet. Il va vous le trouver très vite. Quand on s'appelle Saillant, on n'en a pas besoin. Non. Simplement pour dire qu'effectivement, on cherche à avoir l'homme augmenté, mais il faut se demander si on ne va pas avoir l'homme diminué. Je prends un exemple. Depuis qu'on a un iPhone, je prends n'importe lequel d'entre vous, donnez-moi 10 numéros de téléphone que vous connaissez par cœur. Il y a 15 ans, ça ne posait aucun problème. Et les scientifiques britanniques ont bien montré que les chauffeurs de taxi qui se servent du GPS ont l'hippocampe. L'hippocampe, c'est une petite partie du cerveau qui centralise la mémoire. Eh bien, le volume de l'hippocampe diminue chez eux. La fonction crée l'organe. Et si on demande à la machine de travailler pour vous, eh bien, vous ne faites plus rien. Donc, il faut se craindre qu'on n'arrive pas vers l'homme diminué. Et alors, pour aller dans votre sens... Au 5e siècle avant notre ère, Platon écrit le Phèdre. À la fin du Phèdre, il invente le mythe de Teute.
Teut est un scribe qui va voir le pharaon, qui lui dit « Pharaon, j'ai mis au point un truc extraordinaire pour que désormais la mémoire demeure. » « Ah bon, dit Pharaon, qu'est-ce que c'est ?»« Oui, c'est l'écriture. Grâce à l'écriture, désormais, on pourra se souvenir de tout. » Et Pharaon regarde son scribe, qui, n'étant pas Pharaon, n'a pas la même sagesse que son souverain. Pharaon le regarde et lui dit « Mais tu viens d'inventer une machine d'oubli, non pas une machine de mémoire. Puisque, évidemment, ce que tu viens de créer nous dispensera, nous, d'avoir à nous souvenir, c'est-à-dire de faire vivre, au fond, ce que les souvenirs qui seront ainsi consignés. » C'est la même problématique, c'était il y a 2500 ans, on y est en plein. Raphaël Antoine, il y a quand même des dévoiements, évidemment, dans l'utilisation possible des nouvelles technologies. Imaginons, on en parlait en préparant cette table ronde avec Frédéric Duvert. Imaginons un implant qui régule l'humeur. Alors on dit, bah oui, ça c'est profitable à un patient, forcément, mais qu'en est-il à l'avenir de son libre arbitre? Eh bien, pardon là encore, vous avez un texte d'Aristote sur la mélancolie qui se demande si c'est le corps humain, la bile noire, parce que mélancolie c'est la bile noire, si c'est le corps humain, si c'est la production de bile qui rend mélancolique, ou si c'est le fait d'être mélancolique qui produit de la bile. On était déjà dans ces questionnements-là. Le Prozac, par exemple. Bon, le Prozac régule l'humeur. Et celui qui en prend sait que son humeur est améliorée par l'ingestion du produit qu'il continue de prendre pourtant. Donc l'illusion d'être le propriétaire de son humeur, si j'ose dire, perdure malgré la connaissance que nous avons des artifices que nous prenons pour la changer, pour la modifier. Et ce genre de mauvaise foi, cette façon qu'on a de se prendre pour l'origine de nos humeurs alors qu'on sait que ce n'est pas le cas, ce genre de mauvaise foi, là encore, est un problème antédiluvien. Le problème, ce n'est pas l'altération de nos humeurs par les médicaments, c'est le rapport qu'un individu est capable d'entretenir à ce qu'il éprouve. Avons-nous encore l'illusion d'être l'origine de nos humeurs ou acceptons-nous, ce qui est sagesse, eh bien tout simplement le fait que nos humeurs nous soient dictées par des paramètres qui, eux, ne dépendent pas de nous. Je veux dire, ces questions-là n'ont pas changé. Ces questions-là sont immuables. Il faut être myope pour croire que notre époque est absolument singulière. C'est pas le cas. Voilà. Raphaël, avant de donner la parole à Isabelle Falque-Pierrotin, je voudrais qu'on écoute un docteur en biologie cellulaire. Il y a peu de gens en génétique cellulaire, plus précisément, peu de gens le savent, mais Mathieu Ricard est aussi médecin. Et il a été interrogé cet été, justement, par Frédéric, et on lui a demandé, justement, que pense-t-il de cette notion de l'homme augmenté? On écoute sa réponse. Deux aspects à cette idée d'homme augmenté, c'est les capacités et les performances physiques et les capacités intellectuelles, disons, au sens large. Ça peut nous aider, pour certaines choses, d'avoir des capacités physiques augmentées. En gros, ça facilite et ça accélère ce qu'on fait déjà. Alors, est-ce que ça pourrait augmenter d'autres types de qualités? C'est ça que ça devient intéressant. Ça va être plus beau, plus intelligent, plus malin, plus efficace. Donc là, on sait ce que c'est que le génisme. On est passé par là, disons, avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a tout cet aspect. Mais de toute façon, ce ne sont que des outils. Même l'intelligence n'est qu'un outil. Les gens qui ont fait les attentats du 11 septembre étaient très très intelligents, très malins, pour avec quelques lames de rasoir faire tout ça, pour hijacker les avions et les mettre sur les tours de New York. L'intelligence n'a pas de valeur éthique en elle-même. Par contre, la bienveillance, par définition, a une valeur éthique, puisque la bienveillance vise à accorder de la valeur à autrui, à être concerné par la situation d'autrui, et si autrui souffre, par compassion, vouloir remédier aux causes de la souffrance. Mais si je prends en considération autrui, est-ce que c'est un petit nombre, les personnes que j'aime bien et qui m'entourent, ou est-ce que c'est le plus grand nombre? Est-ce que c'est pour le court terme ou pour le long terme? Donc voilà qui définira une motivation, une attitude, un but. Donc c'est ça qui va déterminer les conséquences de notre utilisation des nouveaux outils qui nous sont offerts par la technologie, la science et ces capacités nouvelles que nous avons aujourd'hui. On a entendu un moine tibétain, on a entendu un professeur de médecine éminent, un philosophe. Je voudrais qu'on entende la gardienne des libertés, puisque la patronne de la CNIL, que vous êtes depuis maintenant 6 ans, c'est très important pour nous, pour nos libertés individuelles. Vous vous battez quasi quotidiennement. Est-ce que vous pensez que l'homme connecté est un homme augmenté ou c'est un homme diminué, que finalement on va plus vers une régression que vers un progrès? Je crois que par rapport à ce qui a été dit, tout aujourd'hui, dans le fond, est information. Et toutes les informations,
effectivement, définissent un individu et s'échangent sur un individu. Donc, je crois que dans une première analyse, cet homme d'information connecté, il est clairement augmenté. Je dirais, on a parlé de médecine, on mentionne la médecine prédictive. Avec l'analyse correcte des données d'un individu, on est capable d'avoir une action préventive sur cet individu et donc d'augmenter son espérance de vie. On voit bien que tous les compartiments de la vie, de l'homo sapiens, l'homo faber, l'homo economicus, enfin toutes les dimensions de notre individualité sont aujourd'hui augmentées grâce à ces nouvelles technologies et à cette utilisation des informations nous concernant. Mais effectivement, c'est peut-être une impression. C'est peut-être une impression et dans le fond, il y a eu quand même un retournement qui s'est passé depuis, en gros, les révélations de M. Snowden en juillet 2011. En juillet 2011, nous tous, nous avons pris conscience que nous pouvions être captifs, finalement, de ce nouvel environnement numérique et qu'autour de nous se tissait une toile, par des acteurs économiques, bien sûr, qui poursuivent leur logique commerciale, mais aussi par des gouvernements qui poursuivent encore autre chose. Et que donc on n'était pas du tout augmenté, parce que dans le fond, on n'était absolument pas en maîtrise de cet univers. Ensuite, je crois que plus récemment, dans le débat public, nous avons pris conscience que tous ces fameux algorithmes qui nous proposent des choses, les algorithmes d'Amazon, les algorithmes de choix scolaires, tous ces algorithmes, finalement, on ne les comprenait pas et qu'en plus, ils étaient construits sur quelque chose d'assez particulier, c'est-à-dire une ultra-personnalisation et que donc, ils risquaient de nous enfermer dans le même. Et là aussi, on n'est pas vraiment augmenté. Donc je crois que, bien sûr qu'il y a des éléments d'augmentation dans cet espace numérique, mais dans le fond, peut-être que la vision de l'homme, la question qui a été posée en introduction, finalement, est-ce que l'homme est augmenté? Je crois surtout que l'univers numérique, il augmente l'individu, mais pas la personne humaine. Et ça, c'est très différent. C'est-à-dire que l'individu, dans le numérique, l'individu est considéré comme la somme de ses données. C'est la somme de vos traces, c'est la somme de vos données qui vous définit et qui conditionne ce qui vous sera offert, ce qui vous sera proposé. Mais on sait bien qu'une personne humaine, c'est bien autre chose que cette analyse un peu techniciste, finalement. Donc, on est effectivement à la même époque qu'à l'époque grecque ou romaine. La seule question, je crois, c'est que est-ce que nous avons, nous, en tant que personnes humaines, envie d'être définis uniquement comme des individus? Est-ce qu'on a la capacité, encore, de se dresser face à cette catégorisation assez, finalement, sommaire des personnes et dire, malgré le confort que tout ceci m'apporte, malgré les bienfaits que cette médecine, cette augmentation me donnera, en tant que personne, il y a un certain nombre de choix que je fais dans un autre sens. Je crois que la réponse n'est pas évidente, en tout cas. Merci beaucoup, Isabelle. Maintenant, je vais donner la parole à un homme non pas augmenté ni diminué, mais qui a eu l'impression d'être un peu illégitime. Il me disait ça en préparant ce débat. Il me disait, mais est-ce que je vais être à la hauteur de tous ces cerveaux? Bon, le patron de l'Institut du cerveau peut vous confirmer que oui, bien sûr, et que de toute façon... Et je le remercie. Voilà. Et que de toute façon, vous êtes la voix de tous ceux qui sont là, qui nous écoutent et qui, pour la plupart, sont des notaires. Donc, Frédéric Duvert, voilà. Non, Frédéric Duvert, merci Raphaël. Vous êtes notaire donc, en activité. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on vient d'évoquer, justement, sur l'homme réparé, voire augmenté? Alors, mes collaborateurs seraient là, ou mes associés, quelques-uns sont là. On m'entend souvent dire dans mon étude que le notaire est le médecin du droit. Une fois que j'ai dit ça, je peux vous confirmer que mes qualifications médicales sont quasi inexistantes. Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes une des rares professions en tant que notaire à pouvoir accompagner nos clients sur plusieurs générations. Et de ce fait, nous constatons au quotidien les effets de la maladie, les effets du vieillissement. Quand je dis les effets, c'est-à-dire que nous sommes sollicités en permanence pour apporter des réponses juridiques à ceci.
ça crée automatiquement un distinguo avec les propos médicaux qui viennent d'être tenus, puisque que l'on ait quelqu'un qui vienne chez nous sur ses 2 jambes ou avec 2 jambes bioniques, le problème de l'adaptation de son logement qui peuvent être liés à ce handicap ou à ces nouvelles prothèses va se poser. Et je pense que ce n'est pas le fait d'avoir 2 jambes bioniques qui va permettre à ce client de pouvoir mieux se départir du labyrinthe des aides sociales. N'aura-t-il pas plus de crainte d'interroger ses enfants sur le problème de savoir si ceux-ci peuvent l'aider à financer son logement, etc. etc. Je ne reviendrai pas sur les propos qui ont été tenus dans les 2 premières commissions. Donc une chose est certaine, le notaire est un témoin, il va constater tous ces effets de maladie, de vieillissement et tenter à sa mesure d'apporter des réponses juridiques à ces difficultés. Merci beaucoup Frédéric. Donc on a abordé l'homme connecté, l'homme réparé en tout cas, peut-être augmenté. On va parler maintenant de l'homme connecté. On va commencer par cette petite vidéo. Nous avons déjà les outils pour choisir presque n'importe quel futur. Au commencement était le numérique, une révolution au service de l'homme. Nous aurons un jour une pilule dans notre tube digestif pour détecter des signes de cancer. C'est le genre d'objet connecté qu'on aura dans notre corps. Des objets qui nous mesurent, des données qui nous échappent. Autant d'ombres qui nous poursuivent. Le problème de l'ombre numérique, c'est qu'elle ne va jamais s'éteindre. Il ne fait jamais nuit dans le cyberespace. Cette nébuleuse digitale ouvre la porte d'un monde encore inconnu. Un monde où les logiciels combleront tous nos besoins. Où l'intelligence artificielle devinera toutes nos envies. Il faut aussi avoir un rapport critique avec les machines. Les risques orwelliens de sociétés totalitaires, ils sont là, ils sont évidents. Pour moi, il ne s'agit pas d'un Big Brother. Ce serait plutôt Big Mother. Voilà donc extrait de cette vidéo Human 3.0. Évidemment, première question, Gérard Saillant, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le cerveau numérique aujourd'hui? Le cerveau numérique, comme je vous l'ai dit, actuellement, ça n'existe pas. Ça existe, il y a 2 façons d'être connecté. Il y a la connexion passive, c'est-à-dire avoir un certain nombre de données, comme le disait tout à l'heure Isabelle, sur votre individu, et ça, on en a de plus en plus sur le cerveau. Et puis, il y a la connexion active, où on agit sur votre cerveau. Et ça, c'est un autre problème. Actuellement, on peut agir indirectement. Je vous donne un exemple. Vous êtes un sujet normal, mais vous faites des crises d'épilepsie. Bien, on est arrivé à montrer que un quart d'heure avant, une demi-heure avant la crise, il y a déjà quelque chose qui se passe au niveau du cerveau. Si votre cerveau est connecté en permanence, c'est ce qui est en train d'être fait, eh bien, on peut détecter cela. Donc, on vous met une petite puce sous la peau, qui est un électroencéphalogramme en permanence, qui va par un système de Bluetooth indiquer à la pompe que vous avez sous la peau au niveau du ventre. Attention, il va faire une crise. On vous injecte, la pompe injecte le produit, et vous vivez normalement sans savoir que vous avez eu une crise. Donc ça, c'est demain, c'est après-demain. Donc, dans le domaine médical, ça existe au niveau du cerveau, mais ça reste actuellement extrêmement limité. Alors, comment ces objets connectés vont-ils modifier justement le rôle et la vie du patient, la santé, la médecine? Est-ce qu'ils vont supplanter le thérapeute que vous êtes, par exemple? Je crois qu'il y a 3 choses. Il y a le médecin et la connexion. Je crois que, comme le notaire, la vie du médecin va complètement changer. Le matériel existe, mais le médecin, il existera toujours, le notaire, il existera toujours. Et il aura un rôle beaucoup plus de médiateur entre le malade, sa maladie et son ordinateur. Et ça, c'est probablement la même chose pour vous, c'est-à-dire qu'il n'y a plus le sachant et l'ignorant. Le malade en sait souvent plus que vous, parce qu'il a vu tout ce qui est écrit de vrai ou de faux, et il faut faire la part des choses. La deuxième chose, c'est que le médecin, grâce à la connexion, il va se mettre à la norme.
Quand vous voulez savoir si votre compte en banque est dans le rouge, vous n'allez pas voir votre médecin, votre banquier tous les 3 mois. Eh bien, quand vous avez une maladie chronique actuellement, on est archaïque. On va voir son médecin tous les 3 mois. Vous avez une chance sur 1000 que le jour où vous allez le voir, c'est que vous allez bien ou vous n'allez pas bien. Tandis que si vous êtes connecté, eh bien, votre médecin vous dira « Vous n'avez pas de rendez-vous à avoir, c'est moi qui vous contacterai » avec un warning qui dira « Ah, attention, son diabète monte, sa tension monte, je le reconvoque et voilà comment va se faire la vie du médecin. » Donc plutôt optimiste sur les nouveaux objets qui nous sont proposés. Tout à fait favorable dans ce cas-là au niveau du médecin. Raphaël, une réflexion philosophique sur la question. Est-ce que cette réalité augmentée ne va pas être génératrice d'un appauvrissement de l'être humain? C'était ce qu'Isabelle disait tout à l'heure. Si l'intelligence artificielle, comme c'était dit dans le documentaire, afin d'angoisser son spectateur, devine nos envies ou s'apprête à deviner toutes nos envies, effectivement, c'est une réduction considérable. C'est une réduction par l'augmentation. C'est-à-dire que vos envies augmentent, vos envies qu'on exauce sont augmentées également, mais c'est une réduction à la quantité de vos envies, en fait. Tout homme réduit à de la quantité, quelle que soit la quantité en question, est un homme réduit. C'est maltraiter quelqu'un que de le traiter comme un morceau d'or, si vous voulez, c'est-à-dire comme une monnaie ou comme une quantité. Tout l'enjeu est de savoir quelle part l'inquantifiable en nous conserve. Un exemple très simple, l'amour. Si votre conjoint vous demande pour quelle raison vous êtes amoureux de lui ou d'elle, et que vous vous aventurez à répondre à une question aussi dangereuse, c'est que l'amour est mal barré. D'abord, il est mal barré parce que vous lui donnez des causes, et ensuite, il est mal barré parce que si les causes que vous lui donnez s'estompent, l'amour s'estompe avec. En d'autres termes, répondre à cette question est un piège. Or, ça, on le sait tous. Et qu'est-ce qu'on sait quand on sait que répondre à la question de savoir pourquoi tu m'aimes, donne-moi toutes les raisons de ton amour, est un piège? Qu'est-ce qu'on sait quand on sait cela? On sait qu'il y a en nous précisément ce qui fait le prix de l'existence, c'est-à-dire l'absence de prix. C'est ce qui n'a pas de prix, ce qui fait non pas le prix d'une existence, j'ai eu tort de dire ça, mais la valeur d'une existence, c'est précisément ce qui en elle n'a pas de prix, c'est-à-dire ce qui n'est pas quantifiable et qui déjoue précisément la rationalité d'un calcul. Et toute la question est de savoir quel est le statut de cette dimension-là en nous. Au fond, on se demande jusqu'où la connaissance peut aller. En réalité, la question n'est pas de savoir quelle est l'étendue de la connaissance, mais quelles sont les limites ou quelles doivent en être les limites. Et pour elle-même, croire. Souvenez-vous du génie d'Aladin. Il peut tout faire, sauf ressusciter les morts et rendre amoureux. C'est pas un hasard. Le génie d'Aladin, c'est une figure de la science. C'est ce que la science est capable d'accomplir. Or, précisément, la science s'estompe à l'endroit où l'objet qu'elle doit saisir ne relève plus de la quantité, mais relève d'un autre ordre que Bergson appelle la durée, ou qu'on pourrait appeler précisément l'intelligence, non pas artificielle, c'est-à-dire l'instinct ou l'intuition. La connaissance de ses limites est la condition de possibilité, non pas d'un avenir radieux, mais d'un présent joyeux, tout simplement, et moins anxieux. Voilà. Alors, il y a plus fort qu'Aladin aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les GAFA, donc on pourra peut-être en parler tout à l'heure avec Isabelle Falque-Pierrotin, parce qu'on dit qu'aujourd'hui, à ce jour, ils détiendraient 85% des données mondiales numériques sur chacun d'entre nous et sur le monde entier. Donc c'est extrêmement impressionnant. Est-ce qu'au nom de l'éthique, on doit s'opposer à cette concentration? Certainement, j'imagine que le droit est actif là-dessus et qu'il faut évidemment agir pour préserver en chacun de nous ce qui n'a pas vocation à être saisi par les GAFA. Mais ce que je veux dire ici, c'est que les GAFA n'ont aucune prise sur ce qui, en nous, précisément, encore une fois, n'a pas de prix. Qu'un enjeu de société consiste à rééquilibrer par le droit, précisément, l'emprise des GAFA sur nos comportements, c'est important, mais qu'on en vienne à confondre la vie privée et l'intime, c'est tout à fait autre chose. La vie privée, qu'est-ce que c'est? La vie privée, c'est la somme de vos désirs, de vos envies, dont la sommation fait de vous un consommateur idéal pour les GAFA. Bien, c'est en gros ce qui n'existe plus. Voilà, votre vie privée. En revanche, l'intimité de vos sentiments, l'intimité de ce que vous êtes, ce qui en vous ne relève pas de la quantité et n'a pas de prix, c'est précisément ce sur quoi les GAFA n'ont aucune prise. Et d'ailleurs, cette même dimension de l'humain, c'était le cauchemar des tyrans. C'est le cauchemar des tyrannies. La part non réductible d'un individu, la part non monnayable d'un individu, la part non quantifiable d'un individu, c'est le cauchemar des machines comme des tyrannies. Et c'est cette part-là qu'il suffit d'exalter en se souvenant d'une chose. Vous savez, en philosophie, la philosophie ne fait pas de progrès. On n'a pas fait de progrès en philo depuis Platon. Ça se saurait sinon.
En revanche, on peut faire des progrès en philosophie, c'est-à-dire qu'un individu peut en lui-même, par la pratique de la philosophie, développer précisément la partie de lui-même qui ne peut faire l'objet d'aucune préhension, par les GAFA ou par qui on voudra. Alors, pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas complètement connectés, les GAFA, il faut le rappeler, c'est donc Google, Apple, Amazon, Facebook. On en a rajouté un même tout récemment. Donc, voilà, c'est important et on peut peut-être en parler dans quelques secondes avec Isabelle Pierrotin. Mais je voudrais d'abord qu'on entende le regard que Mathieu Ricard porte justement sur l'hyperconnexion. Alors, l'hyperconnexion est un outil, et comme tout outil, ça peut être un outil à double tranchant, pour le bien et pour aussi créer des difficultés à l'humanité. Nous sommes fondamentalement interdépendants. Notre bien-être et notre souffrance se construit au travers et avec les autres. Il y a un livre qui a été écrit notamment par une psychologue américaine qui s'appelle Sherry Turkle, qui s'appelle « Alone Together », seul mais au milieu des autres. Effectivement, nous pouvons être complètement seuls tout en étant connectés à des milliers de personnes virtuellement. Et ça conduit à une sorte de déshumanisation ou désincarnation des rapports humains. Il ne faut pas tomber non plus dans la sinistrose parce que, encore une fois, tous ces outils peuvent être utilisés pour faire un bien énorme. La plupart de nos projets humanitaires, finalement, on y réussit grâce à ces connexions, à des bonnes volontés qui viennent d'une cinquantaine de pays du monde. On n'aurait jamais eu la moindre occasion de donner à ces bonnes volontés la possibilité de s'exprimer pour aider à faire une école de nomades au fin fond du Tibet. D'accord. Ceci dit, il y a des points effectivement négatifs. On a montré que les enfants jouent 20 fois moins dans la rue qu'à 30 ans, dans les lieux publics. Ils sont devant leurs machines. Et ils vont à la maison parce que les machines sont là. Donc ça, il y a une perte de ces rapports humains qui se reflètent par une sorte de diminution de l'empathie. En gros, c'est ça. La force de l'altruisme est en marche, mais il y a des forces contraires. Et je crois que cette hyper-individualisation, il y a un excès de ces communications désincarnées, est un facteur qui peut ralentir cet effort vers la coopération et vers prendre conscience de notre interdépendance. Isabelle Falk-Pierrotin, vous nous parlez des GAFA si vous le souhaitez, mais est-ce qu'il y a une vision européenne justement de la société numérique? Moi, je voudrais réagir à ce que Raphaël Andoven vient de dire, en disant, dans le fond, on a une part non quantifiable. C'est vrai, mais ce que l'on peut quand même constater, c'est que la part calculable, elle croît de façon considérable avec le numérique depuis quand même quelque temps. Jusqu'à présent, la part calculable, c'était notre part marchande. Effectivement, on pouvait algorithmer nos achats, nos habitudes de consommation, etc. Et progressivement, on voit bien que nos déplacements, nos émotions, nos souhaits, tout ceci est calculé. Donc effectivement, j'aimerais être aussi optimiste que vous, mais on voit bien qu'il y a une prédation considérable qui est opérée depuis quelques années au bénéfice de ces GAFA ou de ces grands acteurs chinois maintenant, et qu'il est assez difficile de résister. Alors, est-ce que l'Europe, effectivement, a un chemin particulier? Oui, l'Europe a un chemin particulier, c'est-à-dire que l'Europe, jusqu'à présent, a construit le numérique autour d'une vision humaniste de l'individu, et à cet égard, la protection des données personnelles est considérée comme un droit fondamental. Qu'est-ce que ça veut dire, un droit fondamental? Ça veut dire que c'est un droit qui n'est pas réductible à une dimension particulière de l'individu, c'est-à-dire c'est pas en tant que consommateur ou en tant que citoyen ou en tant qu'assujetti, c'est en tant que personne humaine. Et donc, quand je protège cet individu, je le protège bien sûr lui, à travers ses données, mais dans le fond, je protège aussi une certaine vision de la personne humaine. Et donc ça, c'est effectivement le choix qu'a fait l'Europe depuis les années, en gros, 70. La seule difficulté, c'est que ce modèle, il est fortement contesté aujourd'hui. Il est contesté par le succès des Américains. Les Américains ont réussi. Ce sont les maîtres aujourd'hui du numérique, à travers leurs grandes entreprises, à travers la standardisation des normes du numérique qu'ils maîtrisent. Donc, ce sont aujourd'hui des acteurs majeurs du numérique et ils ont un modèle qui est différent du nôtre, c'est-à-dire qu'il est ouvert, mais il fait de la protection des données un élément, un actif économique, la protection d'un actif économique. Et puis, on a un nouveau modèle qui commence à arriver, c'est le modèle chinois. Le modèle chinois, c'est économiquement à peu près le même que le modèle américain, mais en version fermée.
C'est-à-dire qu'en fait, les Chinois ont réservé leur marché national, quand même plus d'1 milliard d'individus, à leurs entreprises. Et de ce fait, ils ont permis à leurs entreprises chinoises de naître. Et face à ça, nous, on a notre modèle. Et évidemment, ce modèle, il est fortement contesté par des gens qui disent « mais il n'est pas pertinent, ce modèle. Vous voyez bien que face à ce qui se passe et à cette vague numérique extrêmement forte, vous ne pouvez pas résister, c'est trop contraignant. » Je crois que c'est faux. Je crois que c'est faux, et pas simplement parce que je suis présidente de la CNIL, je crois que c'est faux parce que, en fait, ça passe sous silence quelque chose qui s'est passé justement il y a 3-4 ans, qui est cette crise de confiance des individus par rapport à cet univers numérique. Et que le modèle européen, en fait, est un moyen de répondre à cette crise de confiance en disant « je suis capable en Europe de tisser, dans le fond, de l'audace économique », donc de permettre la circulation des données aux fins que la médecine s'améliore, que la recherche soit facilitée, que les entreprises prospèrent, mais en même temps, je mets l'individu au centre et je lui donne des clés nouvelles de maîtrise par rapport à cet univers. Et ça, je crois que c'est un message politique extrêmement fort qui, à certains égards, est un pari. C'est un pari parce qu'il faut que ça marche. Il faut que nous démontrions collectivement qu'avec un modèle de régulation de cette nature, on est capable finalement d'être actif et performant dans le numérique. Mais je crois en tout cas qu'il vient au bon moment. Merci Isabelle. On va revenir à vous dans quelques instants, Gérard Saillant. Justement, on voit bien que l'évolution du numérique, des nouvelles technologies est omniprésente dans votre domaine, le domaine médical. Est-ce qu'il en est de même dans le domaine de votre profession, la profession notariale, Frédéric? Alors, il est évident que le numérique est devenu omniprésent dans nos études. Je pense qu'il est d'autant plus omniprésent que le notariat n'a vraiment pas à rougir sur ce sujet-là, puisque nous sommes plutôt en anticipation, on peut le dire très clairement, en avance sur les autres professions du droit. On a une vraie maîtrise de nos outils informatiques. Je ne sais pas, Patrick, ou les uns les autres, depuis quand vous êtes allé voir votre notaire. Enfin, en principe, c'est un minimum une fois par an pour en venir à la visite, comme chez le dentiste, pour y vérifier l'état de ses dents. Donc, je vous encourage à aller une fois par an chez votre notaire, à minima. Bon, les actes se signent par voie électronique. Toutes les connexions avec les services de l'État se font par voie dématérialisée. La visioconférence, et je me retourne vers les membres de la commission 3, fonctionne. Elle est là, n'est-ce pas, Didier Froger? Ça marche. Pas de plan B, je sais, mais ça marche quand même. On a des logiciels de traitement qui nous permettent aujourd'hui de mettre en place des interfaces conversationnelles avec nos clients, prise de rendez-vous, SMS, etc., etc. Donc on est en totale modernité. Mais ce que je voudrais surtout préciser par rapport à ça, pour en revenir à mon propos d'introduction, remettre l'homme dans tout ceci. Le notaire, comme le médecin d'ailleurs, a un lien très fort, très particulier, très privilégié avec ses clients. Nos clients nous aiment, j'emploie le mot volontairement, d'abord parce que nous sommes des gages de sécurité juridique. Ils nous aiment aussi parce que nous sommes des gages de conservation dans le temps. Je parlais tout à l'heure de plusieurs générations, et on conserve nos actes, les dispositions de dernière volonté, les PACS, etc., etc. Et ils nous aiment peut-être surtout aussi parce qu'ils nous côtoient. Et ce que je veux souligner par là, c'est qu'on peut avoir tout le numérique, la meilleure informatisation dans nos études, il n'est pas question, pour nous, que ce numérique se substitue au notaire. Je serais tenté de dire que nos clients veulent encore nous voir, pratiquement nous toucher. Et ça, ce n'est pas la machine qui va le remplacer. Voilà, ils aiment bien être touchés aussi par les médecins. On se bat en général pour être opéré par le professeur Saillant. Enfin, plus précisément, on souhaite d'abord ne pas être opéré, mais si on doit être opéré, on se dit il faudrait que ça soit par Saillant. Un dernier mot sur l'homme connecté. Non, juste sur l'homme connecté, je pense qu'il ne faut pas oublier l'homme isolé. L'homme isolé, c'est un homme qui, grâce
aux objets connectés, son jeu de mots n'est pas déconnecté, il reste, et en particulier pour les personnes âgées, les personnes seules, les personnes malades, la connexion est un élément très important. Et d'autre part, on voit bien le risque qu'il y a, et ça c'est le rôle du législateur, c'est le rôle de ce que vous faites à la CNIL qui est très important, de protéger l'individu. Pour les GAFA, mais pour beaucoup d'autres choses, on a parlé de la brosse à dents qui va vous dire vous êtes bien brossé, vous n'êtes pas fait les gencives, faites-le encore 2 minutes, etc. Et si cette brosse à dents est connectée à votre mutuelle qui va vous dire j'augmente votre assurance, eh bien entendu ça change le problème. Mais c'est tout à fait simple, c'est demain, enfin je parle sous votre contrôle. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va modifier notre vie. On va en parler, je pense, dans la 3e partie. C'est que la médecine du XXIe siècle, c'est la médecine des 4 P d'Alexandre, c'est-à-dire prédictive, préventive, participative et personnalisée. Et on veut, avec ces big data, avoir une normalisation, normer les choses. Et je crois qu'au contraire, on va s'apercevoir que chaque personne est un individu particulier et qui doit avoir un traitement, une attitude, une particulière. Alors, on va en effet aborder cette 3e partie qui est l'homme immortel. Je disais tout à l'heure en introduisant ce débat qu'en 1892, lors de votre premier congrès, on était à 42 ans de mortalité, d'âge moyen de la mortalité en France. Donc 2 fois plus aujourd'hui, pourquoi pas dans 113 ans encore 2 fois plus que ce qui se passe aujourd'hui. Bien des questions que nous posons d'abord dans cette petite synthèse en vidéo. Vivre 1000 ans, 2000 ans, vaincre la mort. Depuis toujours, l'humanité rêve d'immortalité. Un fantasme que certains aujourd'hui font tout pour accomplir. Un business sur lequel les géants de la Silicon Valley veulent mettre la main. Les gens vont vivre éternellement. C'est la plus grande révolution que nous allons connaître. L'analyse de nos gènes permettrait d'échapper aux maladies. La sélection des embryons, leur manipulation, ferait naître des bébés parfaitement immunisés. Le séquençage génétique, beaucoup le considèrent comme la première étape de la révolution globale du système de santé. Et pour les plus âgés, des pilules bloqueraient même les méfaits du temps, comme on arrête les aiguilles de l'horloge. Pourquoi pas lutter contre la vieillesse comme si c'était une maladie, même si évidemment ça n'en est pas une. Ce n'est pas de la science-fiction. Les nouvelles technologies repoussent comme jamais les limites de la longévité humaine. Nous sommes un peu des apprentis sorciers à l'égard de nous-mêmes. Jusqu'où la peur de la mort nous conduira-t-elle? Une vie prolongée à l'extrême sera-t-elle encore humaine? Alors, bien des questions en très peu de secondes, en effet. Mais d'abord, professeur, est-ce que la durée de vie, de notre vie, dépend de nos gènes? La durée de vie, elle augmente, vous l'avez bien vu. Elle dépend de nos gènes. Et comme toute maladie, elle dépend de nos gènes, de l'environnement et du comportement personnel. Il y a 3 éléments qui jouent dans cet élément-là. C'était indiscutable. Est-ce que ces nouvelles technologies, ces nouvelles sciences sont accessibles à tous compte tenu de leur coût? On voit bien quand même qu'il y a des gens qui peuvent se permettre des choses que d'autres ne le pourront pas. Je crois, enfin je me trompe peut-être, mais je crois que c'est un faux problème. Quand on voit ce que valait le coût du génotypage de quelqu'un il y a quelques années, je pense que dans 1 an, 2 ans, ça coûtera moins de 100 € probablement pour tout le monde et ça sera peut-être remboursé par la Sécurité sociale si la Sécurité sociale s'occupe un peu de préventif, ce qui n'est pas encore le cas. Mais aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui veut se faire cryogéniser, je ne sais pas si ça marche. On peut avoir tous les fantasmes, oui. Moi j'en ai d'autres, mais oui. C'est un fait personnel. Isabelle Falque-Perrotin, justement, cette question pour vous, j'imagine, l'immortalité, ça vous interroge en tant que femme, être humain, mais ça vous interroge aussi en tant que gardienne de ces libertés individuelles. Bien sûr, et je dirais que ça nous interroge aussi dans un autre sens. Vous avez suivi le débat sur le droit à l'oubli. C'est intéressant parce que ça vient presque à rebours. Le droit à l'oubli, c'est la panique des uns et des autres face à un univers qui n'oublie jamais et qui est justement presque immortel, au-delà des individus eux-mêmes. Et donc, c'est vu reconnaître un droit qui est la possibilité pour les uns et les autres d'effacer, donc d'inscrire finalement de l'animalité
de la brièveté dans un univers qui n'oublie jamais. Où est-ce qu'on en est d'ailleurs de ce sujet? Sur le droit à l'oubli, Oui. ce qui est intéressant, c'est que c'est effectivement au départ une initiative française sur la base d'un droit européen, et progressivement ce droit est en train de faire école. Il est en train de faire école dans le monde, et dans un certain nombre de pays, y compris aux États-Unis ou en Amérique du Sud, on commence à avoir des revendications et des souhaits d'inscrire dans le droit justement ces espèces de fuites temporelles dans un univers numérique qui, encore une fois, semble immortel à rebours des individus. Alors maintenant, l'immortalité numérique, sur le plan des données, c'est un peu particulier parce que ça voudrait dire, par exemple, que nous sommes capables de transférer toutes nos données, que ces données nous résumeraient et qu'on chargerait, dans le fond, un individu comme on charge un DVD pour se réinventer dans une autre enveloppe, ou même de rester dans une enveloppe de silicium. Bon, j'imagine que mon voisin regarde ça avec une certaine distance. Je crois qu'en tout cas, on a beaucoup de scénarios de science-fiction de cette nature, mais ce n'est pas encore totalement réalisé. En revanche, ce qui est réalisé, c'est l'immortalité que l'on souhaite pour les autres. Et ça, c'est très intéressant. C'est le fait que commencent à se manifester des pratiques dans lesquelles les personnes d'un proche qui vient de mourir veulent ressusciter ce proche à travers les données de celui-ci. Et donc, il y a un certain nombre d'expériences et d'événements qui se sont passés récemment où, en fait, on collecte a posteriori l'ensemble des traces numériques d'un individu, et dans le fond, un algorithme se substitue ultérieurement à cet individu, et cet individu peut vivre pour ses proches au-delà de sa mort. Et on sent bien qu'il y a une très grande appétence des uns et des autres pour ceci, parce que c'est permettre à un individu de poursuivre. Mais je crois que tout ceci bute quand même sur une objection qui a été relevée plus tôt, c'est que les personnes ne sont pas simplement la somme de leurs données. Et qu'une intelligence artificielle, si extraordinaire et si apprenante soit-elle, elle ne fonctionne aujourd'hui qu'à partir des données qu'on lui injecte. Et un individu n'est pas simplement ses traces. Il y a toute une dimension de la personne qui n'est pas sa dimension projetée, qui a ses dimensions intérieures. Et cette dimension intérieure, elle ne figure dans aucune de nos traces. Alors on a posé la question à Mathieu Ricard. Il n'est pas contre l'immortalité. En tout cas, il est pour, évidemment, l'allongement de la durée de la vie. Alors, vivre plus longtemps, la vie humaine est éminemment précieuse, si on en fait bon usage. Parce que si c'est pour être en colère pendant 130 ans, 150 ans, 160 ans, et puis faire être une nuisance à tout le monde autour de soi et être profondément malheureux soi-même, bon, à un moment donné, on met une fin à tout ça, c'est pas dramatique. Maintenant, si effectivement chaque année supplémentaire contribue à un enrichissement intérieur, vous progressez notamment sur un chemin spirituel, vers la connaissance, vers la liberté intérieure, vers l'éveil. Bon, si on vous donne 10 années de plus, tant mieux, moi je les prends. Mais l'immortalité, on pourrait presque dire qu'elle est là de toute façon. Si vous avez une sorte de compréhension de l'absolu, qui est au-delà de la naissance et de la mort, hein, la vérité ultime, la sagesse ultime, c'est déjà là. Par rapport à la vérité du monde relative des apparences, la nature ultime des choses est au-delà de la mort et de la naissance, donc elle est immuable. Donc de ce côté-là, ça va. Pour l'instant. Raphaël Antoine. Et moi, c'est l'histoire de la cryogénisation qui est intéressante. Il y a une adolescente anglaise qui a obtenu à 14 ans, elle est morte d'un cancer, a obtenu le droit d'être cryogénisée dans l'hypothèse où on puisse non seulement la ressusciter, mais également la guérir. Et donc c'est quelqu'un qui est mort dans cet espoir. On peut tout à fait comprendre cette ambition. Ce qui est intéressant ici, indépendamment de l'histoire qui est poignante, ce qui est intéressant, c'est l'ambition de ne pas mourir sous la forme que l'on a aujourd'hui. C'est la forme de son corps. À la façon dont, vous savez, quand quelqu'un qu'on aime est fauché dans la fleur de l'âge et qu'on l'imagine au paradis ou qu'on fait le rêve éveillé de le retrouver, de le ou la retrouver dans l'au-delà, on l'imagine toujours sous la forme sous laquelle il a été fauché, il ou elle a été fauché. C'est-à-dire qu'on donne à l'au-delà ou à l'éternité les contours de notre vie mortelle.
On donne à l'éternité de la même façon. Quand on se représente le paradis comme une somme de délices, ce sont des délices qui flattent notre corps de mortel. Donc la simple preuve, le simple fait qu'on se représente le paradis comme une somme de délices qui conviennent à notre corps de mortel montre bien qu'on est là en plein imaginaire précisément et qu'on n'est pas du tout là dans la représentation concrète d'un fait à venir. La cryogénie, c'est l'illusion que l'on pourra ressusciter sous la forme que l'on a dans le temps de la vie, c'est-à-dire donner à l'éternité les contours de la mortalité. Ça ne marche pas. L'autre chose qui ne fonctionne pas, c'est de dire, dans le documentaire, je me demande qui est l'apocalypticien qui a écrit le texte des documentaires, des petites images que vous avez diffusées. 1000 ans, 2000 ans, vaincre la mort. Pardon, excusez-moi. On peut vivre 10 000 ans, le problème est le même. Je veux dire, on ne meurt ni mieux, ni moins quand on meurt plus tard. Il faut arrêter de croire que le problème a changé. Une chose est de vivre plus longtemps, tout autre est de vaincre la mort. Une chose est de vivre plus longtemps, c'est le cours naturel des progrès de la médecine, il est normal que ça arrive. Ça n'est pas une merveille, ça n'est pas une prouesse, ça n'est pas un changement de société, c'est juste une performance. Tout autre est de croire qu'on ne va jamais mourir. C'est même le contraire, en fait. Le prolongement de la vie, c'est-à-dire l'interruption ajournée de l'existence, s'oppose terme à terme à l'idée qu'un jour la vie pourrait ne jamais s'arrêter. Donc, augmenter l'espérance de vie, ça n'est pas vaincre la mort, c'est juste ajourner le face-à-face avec elle. Mais qu'on ne s'y trompe pas, comme dit Jankélévitch, la mort est toujours jeune. Et tout homme est le premier à mourir, et on est face à ça. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la durée qu'on interpose, la durée dérisoire de quelques années supplémentaires qu'on interpose entre soi-même et la perspective d'avoir à mourir. Tout ça pour vous dire, encore une fois, que les paradigmes qui hantent notre société, qui font partie de son inconscient collectif, ne sont pas si altérés qu'on le pense par les trouvailles dont on dispose, par les découvertes dont on dispose. C'est beaucoup plus rare qu'on ne pense qu'un problème change. Qu'est-ce qui est primordial pour l'homme? C'est la durée de la vie ou l'intensité de la vie? Écoutez, est-ce qu'il vaut mieux vivre... il y a un très beau texte de Sénèque qui s'appelle « De la brièveté de la vie » qui commence comme ça, qui dit « Nous voyons que tu es parvenu jusqu'à ta 100e année. » Alors, il a un ton considérable. Bon, alors, retranche maintenant, dit Sénèque, tout le temps que tu as passé, alors, autre temps, autre mœurs, à t'occuper de tes femmes, à gérer tes esclaves, à t'occuper de tes affaires, sur l'agora, en politique, etc. Enlève de tout le temps passé, tout le temps que tu as perdu à faire ces trucs-là. Il fait toute la liste des trucs qu'on ne devrait pas perdre son temps à faire, si vous voulez. Chez le notaire, bref. Il fait... Pas du tout. Et bien, pardon. Donc il dit, retranche tout ça, et il termine son paragraphe en disant, tu t'apercevras que tu meurs prématurément. Et c'est ça qui est intelligent. C'est que la durée de la vie, au sens qualitatif du terme, ne dépend pas de sa longueur, mais de son intensité, de la qualité d'un instant. Une heure n'est pas une heure, dit Proust. Une heure est un vase rempli de parfums, de voiles et de climats. Qui est capable de vivre chaque heure sur cet angle-là, de cette façon-là, qui est capable de transformer la vie de tous les jours en vie de chaque instant, n'a pas besoin de vivre longtemps pour vivre infiniment, si j'ose dire. Donc le problème reste encore, me semble-t-il, non pas la qualité de vie, et cette expression est une expression qui est sujette à caution. L'intensité, je dis. Disons l'intensité de l'existence plus que la qualité de vie, c'est une meilleure façon de le dire, oui. Est-ce qu'on peut dire que l'immortalité met fin à la mort? Pas obligatoirement. Il faudrait examiner ce qu'il reste des vertus que l'on est si heureux de brandir et d'échanger dans notre vie en commun si on était immortel. Par exemple, pourquoi est-ce qu'il est grotesque et dérisoire et pathétique d'être avare? Pourquoi c'est nul d'être avare? Pourquoi ça sert à rien? Pourquoi c'est con? Pardon. Mais parce qu'on ne va pas mourir riche. Pourquoi ça sert? Pourquoi c'est idiot d'être égoïste? Parce que vous avez beau penser à vous avant de penser aux autres, vous n'en êtes pas moins exposé un jour ou l'autre à devoir être éradiqué de la surface de la planète et avoir la petite bulle ou le poisson-lune que compose votre moi exploser un jour. Donc l'égoïsme est pathétique. C'est pas parce que c'est mal qu'il ne faut pas être avare ou qu'il ne faut pas être égoïste. C'est parce que c'est idiot. Et c'est idiot parce qu'on va mourir. Un système à l'intérieur duquel le paradigme de la mort, l'éminence de la mort sur chacun de nos actes n'est plus prégnant. Un système, le paradoxe c'est qu'on a cru que le fait d'être mortel rendait nos vies absurdes. En réalité, c'est tout ce qui lui donne du sens. Nos vies n'auraient... La seule chose pire à la mortalité, c'est l'immortalité. Nos vies n'auraient aucun sens si précisément elles ne s'achevaient pas et si nous n'avions pas dans l'existence l'occasion de célébrer ce qui est à la fois précaire et donc précieux, et ce qui, pour cette raison, est désirable, précisément parce que ça ne dure pas. Vous
savez, juste cet exemple, parce qu'il est tiré du banquet, j'aime beaucoup, ça rappellera quelques mauvais souvenirs de terminale. À la fin du banquet, Alcibiade, qui est un très beau garçon, qui est le plus beau garçon d'Athènes, raconte comment Socrate, qui était très laid, l'a éconduit, n'a pas voulu coucher avec lui. Et les raisons que Socrate lui donne. Et Socrate lui donne, pour raison véritable, lui dit, Alcibiade lui dit, regarde Socrate, je suis beau, tu es laid, je suis idiot, tu es intelligent. Faisons un échange, ce sera du gagnant-gagnant, comme dirait l'autre. Je te donne un peu de ma beauté et un peu de ton intelligence passe en moi. Et Socrate lui dit, non, non, j'en veux pas, ça va pas. Si tu as raison, tu me proposes d'échanger de l'or contre du cuivre. Ta beauté, c'est du cuivre, elle s'estompe. Mon intelligence, si j'ai l'intelligence que tu me prêtes, elle ne s'estompe pas. Je ne peux pas échanger de l'or contre du cuivre. Ta beauté, c'est de la monnaie de singe. Le problème, c'est que Socrate fonctionne comme s'il n'allait pas mourir, comme s'il était immortel, et comme si, par conséquent, tout ce dont nous avons à nous saisir dans le temps de la vie, ce sont des fruits éphémères. Socrate a oublié ça, cette leçon essentielle. La capacité à se saisir de quelque chose qui est éphémère, la capacité à désirer quelque chose tout en sachant que ça ne va pas durer, me semble être la meilleure, sinon la seule façon de vivre en fait. Frédéric Duvert, j'imagine que... Mais... Rassurez-vous, je vous ramène à votre étude. J'allais vous dire, Patrick, que je m'inquiétais sur la vieillesse, mais je suis totalement réconcilié avec ce que je viens d'entendre. Bon, cela dit, dans ce que nous disait Raphaël, il y avait la parabole de l'homme le plus riche du cimetière. J'imagine que vous en avez souvent rencontré des hommes dans votre étude qui sont venus vous demander des conseils sur l'après ou sur le pendant. Est-ce que vous avez un témoignage à nous donner sur la relation entre la mort et vos clients, ou entre vos clients et la mort? Vous savez, les notaires sont de grands témoins. Et on peut témoigner que dans les sociétés dites traditionnelles, il y a un rapport assez privilégié, une forme de proximité avec les anciens. C'est une notion à la fois touchante, mais structurante. Ce que l'on peut constater, nous, dans nos études aujourd'hui, c'est que les nouvelles technologies pourraient avoir tendance à creuser un fossé, c'est-à-dire à vouloir repousser la vieillesse et par là même, quelque part, à écarter les anciens ou peut-être même juridiquement les supprimer. Une chose est certaine, nos clients, réparer, augmenter, plein de philosophie ou pas, leur principale inquiétude, c'est d'organiser leur départ, aussi tardif possible soit-il. Il y a une vraie prédominance dans leurs inquiétudes, c'est de se dire comment ça se passe après moi, alors conséquences juridiques, fiscales, etc. Mais il y a beaucoup d'humanité dans ces propos-là, dans ces confidences. On retrouve un peu ce côté de l'homme animal, qu'est-ce que je laisse derrière moi ? Est-ce que j'ai un relais? Comment est-ce que je peux organiser ce relais? Comment ça va se passer pour ma descendance? Une espèce de lignage. Et là encore, quand je parlais que le notaire était témoin, c'est un aspect de mon métier, comme beaucoup de mes confrères et consoeurs ici présents, qui est passionnant. C'est-à-dire que vous avez véritablement, à ce moment-là, des consultations, j'emploie le terme volontairement, des consultations où vous avez vos clients qui vont se déshabiller devant vous, c'est-à-dire qu'ils vont très clairement vous faire part, de leurs peurs, de leurs angoisses, de leurs inquiétudes, de leurs rancœurs, les rancœurs familiales. Vous n'imaginez pas, il n'y a pas que Balzac qui a écrit là-dessus, on peut encore en faire. A contrario, ils vont également vous faire part de leurs espoirs, de leurs joies, de leurs perspectives, transmettre quelque chose. Vous avez des gens qui s'illuminent à cette notion-là. Donc on s'aperçoit que nos clients qui peuvent arriver, vous me parliez d'un chef d'entreprise, gros coffre-fort, hyper connecté, il va avoir la même problématique que la personne âgée qui a très peu de choses. Qu'est-ce que je peux laisser? Comment puis-je le faire en meilleure sécurité possible? Alors Frédéric Duvert, on va arriver au terme de ce débat pour essayer de respecter les horaires, et je sais que c'est important pour vous tous. Je voudrais maintenant faire un tour de table pour essayer de savoir, par exemple, avec vous, Isabelle,
ce que vous avez tiré de ces réflexions diverses, bon, peut-être un peu cursives, mais quand même, je crois, profondes, sur à la fois l'homme augmenté, l'homme réparé, l'homme connecté, l'homme immortel. Je crois que la technologie n'est pas un projet de société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à des évolutions technologiques qui sont extrêmement puissantes et qui nous sont présentées comme le seul chemin possible. Je crois que face à ça, il faut que nous puissions les uns les autres ouvrir les yeux, faire un certain nombre de choix conscients et fixer à ce développement technologique, non pas des bornes, parce que ça a l'air tout de suite dépréciatif, mais en tout cas les conditions dans lesquelles nous souhaitons qu'il se développe. Et je dirais que ma conclusion, c'est plutôt un appel au fait que les uns et les autres ne considèrent pas nécessairement les choses comme acquises, mais se posent la question en disant « est-ce que c'est bien ? Est-ce que je suis d'accord ? Est-ce que je veux faire ce choix-là » Et je crois que cette culture numérique, cette culture citoyenne, elle n'est pas suffisamment développée auprès des uns et des autres, et il faut absolument que nous le fassions si nous voulons être maîtres justement de cet avenir radieux qui se dessine devant nous. Professeur Saillant. Moi, je crois que finalement, la définition ou la finalité de la science, c'est de résoudre un problème pour en créer un autre. Et le drame de la médecine, c'est qu'il ne faut pas être technicien en disant j'ai allongé la durée de la vie, c'est très bien. On s'en fiche d'allonger la durée de la vie. Il faut allonger la qualité de la vie ou l'activité importante et rester jeune. Et je pense que pour ça, il faut se servir des technologies. Effectivement, la technologie, les connexions, c'est des outils très, très importants. Je prendrai juste un exemple pour terminer. Tous les gens qui ont un Alzheimer, ils l'ont commencé vers l'âge de 45 ans, 47 ans. À 47 ans, on commence son Alzheimer, mais il se manifeste à 75 ans. Et si, avant, on fait des tests, on verra qu'ils ont des marqueurs cliniques, des tout petits signes cliniques, tout petits. Mais on est comme vous et moi. Deuxièmement, il y a des signes biologiques et troisièmement, des signes radiologiques. Le gros problème, c'est que si je fais des tests à toutes ces personnes qui ont 50 ans, et j'en trouverai qui ont ces trois tests, ces trois signes positifs, ils ne feront pas tous un Alzheimer. Et d'autre part, ceux qui feront un Alzheimer différent. Il faut se servir des technologies, il faut se servir des big data pour savoir quelle va être l'évolution en fonction d'une somme de données inimaginables, des milliers et des milliers de données. Pourquoi moi je vais faire un Alzheimer, pourquoi je vais faire de telle sorte et de telle sorte. Et je dirais pour conclure que je m'adresse aux Bretons. Vous savez très bien que les marées, c'est toutes les 6 heures et 12 minutes. Le coefficient de marée, eh bien, personne ne sait pourquoi. Et je peux vous dire que le 18 juin 2018, ça va être à telle force à Brest. Eh bien, uniquement parce que depuis le XVIIe siècle, il y a des registres qui montrent qu'en fonction du climat, de l'élément, de l'endroit où ça se trouve, etc., on va avoir le coefficient de marée. Eh bien, on n'a rien inventé avec les nouvelles technologies. C'est améliorer, c'est activer, c'est augmenter la rapidité de ces résultats, mais c'est exactement le même principe. Alors, on sait que la Lune y est un peu pour quelque chose. Pour la durée, pour l'heure des marées, voilà. Mais également pour l'amplitude. Mais ce n'est pas le seul facteur. Mais sur la Lune, il y a aussi l'imbécile, le doigt et le philosophe, forcément. Oui, on dit souvent que quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Moi, je pense exactement l'inverse. Quand l'imbécile regarde ailleurs, c'est-à-dire montre la lune, le sage est celui qui s'interroge sur la façon dont son doigt se tend vers l'astre mort, justement pour essayer de fuir le présent. Moi, c'est juste quelques petites nuances, quelques distinctions que j'aimerais apporter pour clore tout ça. La distinction d'abord entre un progrès de l'humanité et un progrès individuel. Un progrès de l'humanité est une expression tout à fait sujette à caution. Un progrès individuel me semble être le sens de toute existence, de toute façon de faire. Cette distinction recoupe la différence entre un progrès moral, ce qui n'a aucun sens, puisque soit vous êtes moral, soit vous ne l'êtes pas, si vous voulez, et un progrès technique qui, pour le coup, lui, prend tout son sens. Mais enfin, les questions morales, telles qu'elles étaient traitées par Platon et Aristote, sont toujours aussi pertinentes aujourd'hui. Leur cosmologie, en revanche, qui mettait la Terre au centre de l'univers et la Lune comme l'intervalle qui sépare les astres du monde mortel, elle est caduque. Donc j'attire votre attention sur cette différence de rythme au fond. L'éternité de la morale ou l'immutabilité de la morale et de l'autre côté la célérité de la science. La différence entre la quantité et la qualité, une somme de passion, une somme de désir, une somme d'achat
ne fait jamais de nous un être intense, si vous voulez. Le consommateur en nous ne sature pas l'horizon de notre existence. Faut-il s'en réjouir? Faut-il s'en désoler? Peu importe. Cette distinction en recoupe une autre, qui est celle qu'on doit faire entre expliquer et comprendre. On en parlait un peu tout à l'heure implicitement. On peut expliquer selon les régions, selon les religions, selon les pratiques, selon les usages, etc., etc. On peut expliquer le fait que dans telle ou telle population, les gens se suicident davantage qu'ailleurs. En revanche, on ne peut pas expliquer pour quelle raison un homme, un jour, décide de mettre un terme à ses jours. Cela ne s'explique pas, cela se comprend. Et le régime de la compréhension, la prévalence de la compréhension sur l'explication est encore une nuance qui, pour le coup, est importante parce que le temps n'a aucune prise sur elle. À cette nuance s'ajoute une autre nuance, celle du privé et de l'intime. Le privé, ce sont vos petits tas de secrets. L'intime, c'est ce qui, de vous-même, est plus intéressant que vous-même et que vous pouvez, à cet égard, mettre en partage. La plupart des gens pensent que ce qui les passionne passionnera tout le monde, c'est-à-dire que leur vie privée aura de l'intérêt pour les autres. Ça a donné, par exemple, à l'égo-littérature ou l'ango-littérature, par exemple. Mais pardon, je ne pouvais pas m'en empêcher. Pardon Patrick, néanmoins, l'intime, c'est pas le privé. De la même façon, si vous voulez, que la clarté n'est pas la transparence, que la durée de vie n'est pas l'intensité de la vie, que la peur, qui est toujours la peur de quelque chose, n'est pas l'angoisse, qui n'est l'angoisse de rien et qui, à cet égard, elle, est invincible. Enfin, on parle des capacités prédictives de la science, on a raison, c'est merveilleux. Reste que les capacités prédictives de la science ne doivent pas dissoudre l'émerveillement qui vous saisit quand un truc arrive alors que vous vous y attendez. Je veux juste prendre cet exemple-là. Vous avez un rendez-vous galant, vous attendez quelqu'un. Vous y passez la journée, vous vous préparez toute la journée. Vous ne pensez qu'à ça. Vous êtes à votre étude, vous avez la tête ailleurs. Vous ne pensez qu'à ça. Vous ne pensez qu'à ça. Vous passez votre temps à regarder votre meilleur profil dans la glace, dans n'importe quel reflet. Tous les reflets sont bons. Vous vous repeignez la gueule. Toute la journée, vous avez rendez-vous. Arrive 19h30. Elle vous donne rendez-vous en bas de chez elle. Vous êtes là. Vous vous regardez une dernière fois, pour la 10 000e fois, dans la glace de la boutique qui vient de fermer. Vous essayez de penser à autre chose. Vous lui dites « je suis là ». Elle vous répond « j'arrive, J-A-R-I-V ». Vous vous en foutez. Parce qu'elle va descendre. Et alors, arrive à ce moment-là un truc extraordinaire, c'est juste ça que je veux dire. Arrive à ce moment-là un truc absolument extraordinaire, c'est qu'elle arrive quand même. C'est pas parce que vous vous y attendez qu'elle n'arrive pas. Et ce que je veux dire, c'est que rien n'est plus surprenant que de voir apparaître la silhouette qu'on espère, la silhouette qu'on attend. Et cette capacité-là n'est pas soluble dans les capacités prédictives de la science. Voilà. Et tant qu'on en est là, on est sauvé. Merci beaucoup, cher Raphaël. Alors, il n'est pas 19h30, mais il est 11h30 et elle est arrivée. Elle est là, quelque part dans la salle. Et c'est la conclusion qui est arrivée aussi. En remerciant infiniment Isabelle, Gérard, c'est à vous de nous apporter cette conclusion, cher Frédéric Duvert. Merci, Patrick. D'abord, merci à vous toutes et tous d'avoir apporté chacun votre dimension à ces interrogations. Ces échanges, ces informations que nous avons partagées ouvrent de vertigineuses perspectives, certes complexes, mais que je trouve personnellement passionnantes et tellement enrichissantes. Au fond, cela pose la question du sens que chaque être humain veut donner à sa vie, vie dont fait partie la mort. Une chose est certaine, tout est possible, il nous appartient de l'écrire. Ce constat fait que nous devons totalement rester optimistes. Et à ce sujet, je voulais rappeler et citer Mark Twain qui a dit un jour « Les 2 jours les plus importants de votre vie sont le jour où vous êtes né, c'est une chose, et surtout le jour où vous avez compris pourquoi. C'est peut-être le cas aujourd'hui. » Écoutons ensemble ce qu'en conclut Mathieu Ricard. Alors, tout ce que j'ai pu dire, ce n'est rien de pessimiste. Déjà, le monde va beaucoup mieux qu'avant. On a quand même, en 20 ans, passé de 1,5 milliard de personnes de la pauvreté à 750 millions. C'est quand même un sacré progrès de civilisation d'avoir aboli l'esclavage, la torture, etc., etc. Les déclarations universelles des droits de l'homme, des droits de la femme, des droits de l'enfant, etc. Et donc, c'est presque inévitable que nous allions vers un monde plus coopérant et altruiste. C'est la seule manière de répondre aux défis du court terme
avec une économie positive et solidaire du moyen terme, avec une justice sociale, moins d'inégalités et du long terme des générations à venir. C'est un concept éminemment pragmatique, ce n'est pas une utopie idéaliste. Et donc, du fait que je vois personnellement que ça vient dans tous les domaines, que ce soit les gens qui s'occupent de l'environnement, les psychologues, les économistes, qui luttent contre les inégalités, etc., etc. Ça vient de partout. Et c'est ça l'avenir. Et je terminerai par une citation de Victor Hugo que j'aime beaucoup. J'ai cité un exergue dans mon livre sur l'altruisme. Il n'y a rien de plus puissant qu'une idée dont le temps est venu. Aujourd'hui, c'est la révolution altruiste, qui, comme vous le doutez, est une révolution pacifique. Et a priori, nous sommes tous en faveur d'un monde meilleur, donc créons-le ensemble.